Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, les 215 du pensionnat de Kamloops réveillent les traumas chez les survivants du pensionnat de Pointe-Bleue. Évoque prône la culture autochtone auprès d'étudiants en architecture à l'Université de Montréal. En entrevue, Catherine Larochelle, auteure du texte « Les pensionnats de l'Ouest est une histoire québécoise ». Oui, je suis Chouchane Bacon et bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, je remplace Sylvie Ambroise, qui sera de retour la semaine prochaine. 215 restes d'enfants ont été trouvés dans une fosse commune au pensionnat de Kamloops le mois dernier. Cette découverte est venue réveiller des souvenirs enfouis profondément parmi les survivants des pensionnats indiens. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous lors de ma rencontre avec d'anciens résidents du pensionnat de Pointe-Bleue. À la chapelle, c'était bien pour moi. Je me sentais bien quand j'allais à la chapelle. Avant qu'elle soit connue sous le nom de Kukum Germaine à Mashteuiatsi, Germaine Dubé a fréquenté cette école, à l'époque connue comme le pensionnat de Pointe-Bleue. C'est sa troisième visite depuis de nombreuses années, accompagnée de sa sœur Aline Dubé. Tout en parcourant les couloirs et les escaliers, Dubé décrit ses souvenirs et ses impressions de cette époque. Certains de ces souvenirs sont agréables. Ça, c'est la porte de la chapelle qu'il y avait avant. Il est resté tel qu'il est. Il n'a pas été changé. Mais les autres souvenirs ne sont pas aussi doux. Voici son refuge, qu'elle nomme à l'époque son coin à elle. C'était ici. Ici, il y avait des casiers, puis ici, il y avait des bancs jusqu'à l'autre bord. Puis moi, j'étais dans le feu, puis je faisais ça comme ça, là. J'ai pleuré en cachette. Mais ça faisait... C'était dur de pleurer en cachette. Dans sa petite tête d'enfant à cette époque, et par cette fenêtre, elle surveillait la venue de ses parents. Elle pensait qu'elle ne retournerait jamais dans sa communauté de Manoan. Je disais tout le temps, papa, maman, viens me chercher. Je m'ennuie trop. Vers la fin de la visite, elle partage une confidence de leur cousine décédée maintenant. Ici, c'était défendu de se promener ici. Mais ma cousine m'a parlé qu'elle avait été abusée ici, dans ce coin-ci. Que je n'étais pas au courant. Je l'ai su plusieurs années après que c'était ici, dans ce coin-là. Oui. Qu'elle aurait été abusée. Oui. La nièce de Dubé, Chantal Nikwe, native de Manoan, a aussi fréquenté le pensionnat de Pointe-Bleue. Nikwe raconte qu'à 13 ans, elle décide de fréquenter le pensionnat. Une décision innocente, selon elle. Enfant, elle n'a pas connu ses parents, eux-mêmes étant des ex-pensionnaires. Elle s'est retrouvée en famille d'accueil. Puis elle tombe dans l'alcool très jeune. Mais grâce à l'art-thérapie, elle a trouvé son chemin vers la guérison. Si quelqu'un j'ai besoin, je peux l'appeler et dire que j'ai besoin qu'on se parle comme Kukum Germaine. Tu sais, c'est elle qui m'a appris l'enseignement, la culture, les parois. J'étais en train de faire mon Rialia, là, justement. Sophie Nikwe Neptune, Atikamekw Innu de Mashteuiatsi, est la fille de Chantal Nikwe. Elle n'a jamais fréquenté le pensionnat. Mais elle n'a eu aucun choix de faire face aux impacts intergénérationnels. Elle explique que sa relation avec sa mère a évolué de la colère à la fierté. Sa compréhension de l'histoire de sa mère l'a amenée à lui pardonner. Je faisais le party avec elle, des choses que quand tu es adolescente, tu trouves ça cool, mais en vieillissant, j'ai commencé à être fâchée parce que je voyais les parents de mes amis qui faisaient des choses avec leur enfant, puis moi, excusez-moi. J'étais triste de ne pas pouvoir faire ces choses-là, donc j'en ai voulu à ma mère. Play is past. Simple present will be I play. Au moins maintenant, l'endroit qui a causé tant de douleur a été transformé. C'est en 1997 que Mashteuiatsi a décidé de transformer le bâtiment existant du pensionnat indien en école secondaire. Le nom de l'école est Kesenumamu, qui signifie « tous ensemble ».
C'est plus la vocation de notre école. L'école Casumno-Mamo, comme je vous ai mentionné, apporte la culture, apporte les valeurs des Plequagaminuts. Donc, ça me fait rattacher au positif. Depuis ses jours au pensionnat, Koukoum Germaine a aidé plusieurs personnes dans sa communauté. Mais d'abord, elle doit faire face à son propre trauma. Ça pleurait dans l'autobus, je pleurais, je voyais maman qui pleurait, tu t'en vas, puis ça s'éloignait. Dubé se souvient vivement de son passage au pensionnat de Pointe-Bleue. En 1968, elle est devenue pensionnaire à l'âge de 11 ans. Son départ soudain pour le lac Saint-Jean, sa difficulté à s'adapter est dans une autre langue. Quand on a débarqué, là, c'est vraiment là, quoi. On a été séparés parce que moi, dans ma tête, j'ai dit, on va être là, toute la gang ensemble, mes soeurs, mon frère. Koukoum Germaine raconte ses débuts dans son chemin de guérison par la confection de son régalia de couleur autobus. Elle décrit les éléments et les significations de chacune d'elles. Certaines couleurs, comme l'orange, sont chargées d'émotions compliquées. Tantôt, je disais que l'autobus, je ne l'aimais pas parce que c'était la couleur de l'autobus, ça, là, la couleur-là. Maintenant, je vais l'accepter, cette couleur-là. Je vais le mettre sur moi. Je vais l'accepter. C'est quand même... C'était quand même pour venir apprendre des choses. Malgré son âge et sa sagesse, Koukoum Germaine continue de penser ses cicatrices invisibles, mais présentes en elle. Non seulement pour elle, mais aussi pour ses 7 petits-enfants et ses 3 arrière-petits-enfants. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Mashteuiatz. Le gouvernement fédéral a annoncé récemment qu'il donnera suite à l'appel à l'action numéro 17 de la Commission de vérité et réconciliation. Cet appel demande à tous les ordres de gouvernement de permettre aux survivants des pensionnats et leurs familles de réclamer leurs noms autochtones, des noms qui leur ont été retirés par le système des pensionnats autochtones. Marco Mandicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a déclaré que la nouvelle initiative entrait en vigueur immédiatement et qu'il s'agit d'une façon de montrer l'engagement du gouvernement envers la réconciliation. Indigenous individuals can now apply to reclaim their names as written on passports and other identity documents. While Call to Action 17 specifically referenced passports, as the minister, we have gone further and are including replacement travel documents, including citizenship certificates and permanent resident cards. As well, it will apply not only to residential school survivors and their families, but to all Indigenous people in Canada, and it will be totally free. Au retour, on vous présente une agence d'architecture qui développe des bâtiments pour les Autochtones dans les communautés. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. EVOC est une agence d'architecture qui développe des bâtiments pour les Autochtones dans les communautés. Plus récemment, chez les Inuits, les Cris et les Mohawks. Et cette équipe donne depuis 3 ans des ateliers de sensibilisation aux cultures autochtones à des étudiants en architecture de l'Université de Montréal. Voici un reportage de Sylvie Ambroise qui a préparé pour vous un exemple de ces collaborations. Le roulik, c'était la lampe traditionnelle. C'était une lampe qui était utilisée dans les igloos. L'architecture est une passion d'Alain Fournier. La culture autochtone également.
Fournier combine les deux, pas seulement dans sa pratique d'architecture, mais dans un cours qu'il enseigne aussi. Pendant le cours, les aspirants architectes rencontrent des Autochtones qui partagent leur culture et leurs valeurs pour ainsi arriver à évoquer la culture Innu à travers un bâtiment ou un terrain. Et ce, en utilisant des projets dans les communautés qui ne sont pas encore commencés. Et donc, les étudiants aident à concrétiser ces projets. C'est un échange. Il y en a qui se voyaient dedans. Il y en a qui, à un moment donné, disaient « Ah, là, j'ai l'impression de voir une peau de caribou. Il faut le faire, hein, une peau de caribou sur un bâtiment. » Ben, ça veut dire que les étudiants avaient réussi. Et on n'aurait jamais pensé, il y a plusieurs années encore de ça, que c'était possible qu'un bâtiment évoque une culture là, de façon aussi importante, aussi significative. Julia Hervieux est Innu. Elle est nouvellement diplômée en design d'intérieur et nouvellement employée à Évoque. Au lieu d'imposer quelque chose, eux autres, ils travaillent, ils communiquent. Hervieux nous présente un exemple concret du comment la collaboration a réussi. On parlait aussi également de la circulation. T'sais, on est chez les Inuits, je pense qu'on le sait, c'est pas très carré, c'est pas des lignes droites. On leur disait souvent d'aller chercher des lignes fluides, des lignes sinueuses qui pourraient faire appel lorsqu'on marche dans le territoire. Nos ancêtres, ils marchaient, c'était pas des boulevards, là, on se promenait dans le bois, on se promenait sur la rivière avec des lignes sinueuses. Ovi Lafontaine est un gardien de la culture Innu. Plusieurs Inuits et maintenant étudiants en architecture ont fait partie de ces ateliers pour expliquer la médecine traditionnelle, la langue, la spiritualité, les valeurs Innu. À la fin, ils ont compris parce que tous les bâtiments qu'il nous a présentés, c'était vraiment, vraiment beau. Ils ont vraiment rentré. C'était quoi notre respect sur le caribou, c'était quoi notre respect de la nature, c'était quoi les fruits, la cueillette de fruits, ce que les Inuits faisaient avant. Alors, ils ont tout imaginé ça, puis ils ont réussi à faire l'enveloppe du dessin pour nous présenter. C'était vraiment formidable. Alain Fournier, qui travaille depuis plus de 40 ans dans les communautés autochtones, a souhaité les remercier de l'accueil qu'il y a reçu. Dans toutes les communautés avec lesquelles j'ai travaillé, puis sans exception, ça a été moi, un beau voyage qui m'émeut. Pour Alain Fournier, il suffit d'un premier contact pour pouvoir normaliser les relations entre des Allochtones et des Autochtones. Les étudiants qui ont travaillé sur le projet à Garton-Walk, ben, il y en a qui nous ont avoué qu'ils étaient quasiment voisins, mais ils n'étaient jamais allés à Garton-Walk. Ils avaient peur d'y aller, ils ne pensaient pas qu'ils avaient le droit d'y aller. Mais à partir du moment où ils ont travaillé sur ce projet-là et ils ont été rencontrés, on a été rencontrés avec eux, les gens de la communauté, et tout à coup, ils ont bien vu qu'ils étaient bienvenus puis que c'était des gens normaux. Pour Fournier, il reste un dernier défi qu'il voudrait remplir. Il espère qu'il va avoir un jour un architecte autochtone engagé à Évoque. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le Sénat canadien a récemment adopté le projet de loi C-15 concernant la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. La nouvelle loi exige notamment du gouvernement fédéral de travailler en collaboration avec les peuples autochtones pour élaborer un plan d'action national en vue de mettre en œuvre la déclaration. La législation avait ses promoteurs et ses détracteurs parmi les Autochtones. Certains pensent qu'elle cédera trop de droits au Canada, tandis que d'autres disent que cela fait attendre depuis longtemps. Une famille chippewayienne de Calgary a passé le dernier mois à apprendre les étapes du tannage de la peau d'orignal. La peau servira à fabriquer des vêtements et l'apprentissage entourant son tannage leur permettra de renouer avec une tradition qui s'était perdue au fil des générations. Un reportage de Tamara Pimentel qui a rencontré la famille. La dernière fois qu'Edith Giroumac s'est adonnée à cette pratique,
Elle n'avait que 5 ans. Mais lorsque son fils, Lucas Giroux, a abattu son premier orignal, il a gardé la peau pour réaliser un projet familial. I left home when I was 15, so I never ever got a chance to work with my mom on hides. But this is a project I decided to take on for the sake of my son and, you know, my new grandchild. Lucas Giroux et sa petite amie attendent leur premier enfant en juin. Edith Giroux-Mac s'est donc rendue à Calgary à partir de fortes résolutions dans les territoires du Nord-Ouest. Elle souhaite ainsi inculquer ce savoir-faire à son fils afin qu'il puisse le transmettre à son tour à sa fille. I just want to revive our culture. I'm taking advice from my aunties. They're just giving me instruction through the telephone, so it's a challenge. My mom's always been a hardworking woman. You know, she's just proven that she's still got it, I guess, and able to do these sort of things that she's carried on from her childhood. And of course, me absorbing what I can during the process in terms of helping her set it up, in terms of helping scrape it and cut some of the hair off, and working into getting it positioned on the tanning rack. And it's been a good experience for sure. C'est une expérience à laquelle les voisins d'Edith Giroux-Mac ont participé pour la première fois, comme ses neveux et ses nièces et ses petits-enfants. Et après un mois de raclage, de trempage et d'étirement, la peau est prête à être traitée à la fumée. I feel a sense of accomplishment. Another week and I'm done. You know, wring it and then smoke it both sides. And then after that, I'll just soak it one last time and it's done. I'm actually proud of myself. Le poil d'orignal a été conservé pour faire du rembourrage. La peau, elle, servira à faire des vêtements pour la famille, en n'oubliant pas la petite qui naîtra bientôt. I did a lot of the other work. I took down the moose, I gutted the moose, I skinned the moose, I butchered the moose. And, you know, getting my mom to come in and do the tanning, the hide part, was something that was, you know, tried to keep traditional, and she wanted to do something nice for me, something to give me a token to carry for the rest of my life. Tamara Pimentel, Nouvelle nationale d'APTN, Calgary. Après la pause, je vous présente une entrevue avec Catherine Larochelle, auteure du texte « L'histoire des pensionnats de l'Ouest est une histoire québécoise ». Voyez-la. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. On reçoit en entrevue Catherine Larochelle, chercheuse et assistante professeure à l'Université de Montréal. Elle a publié un texte le 8 juin dernier dans le journal histoireengagée.ca qui s'intitule « L'histoire des pensionnats de l'Ouest est une histoire québécoise ». Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, Madame Larochelle. Oui, bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Vous qui avez publié le texte dans le journal Histoire engagée le 8 juin, dont le titre est « L'histoire des pensionnats de l'Ouest est une histoire québécoise ». Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce texte? En fait, c'est que mes recherches actuelles portent sur les missionnaires catholiques dans l'Ouest canadien. Puis c'est un projet de recherche là, que j'ai développé depuis environ 2 ans, pour lequel j'ai obtenu des subventions. Puis mon intérêt, c'est de voir comment la colonisation de l'Ouest par les missionnaires catholiques était vue au Québec au 19e siècle. Et suite à la découverte des restes des 215 enfants à Kamloops, on a commencé à entendre des commentateurs qui niaient en fait le lien du Québec avec cette histoire-là. Et comme je suis moi-même plongée dans ces archives, que je vois comment c'était connu au Québec à l'époque, et il y avait une mobilisation de la population pour soutenir ces missionnaires-là, j'ai senti que je ne pouvais pas simplement laisser ces commentaires-là passer sans rien dire. Puis, pourquoi les Québécois ne veulent pas voir leur responsabilité de leur participation au régime des pensionnats, autant ici que dans l'Ouest canadien? C'est une bonne question. C'est une question d'ailleurs que je me pose beaucoup. Il y a plusieurs raisons qui sont souvent évoquées pour se disculper. Là. On parle souvent du fédéral, c'est le fédéral, comme si le Québec ne participait pas au gouvernement fédéral dès ses débuts.
On parle aussi beaucoup de l'Église catholique comme d'une entité extérieure à la province du Québec, alors que le tissu social et culturel du Québec est intrinsèquement lié à l'Église. Et ça ne veut pas dire pour autant que l'Église, comme institution, n'a pas fait de tort à la population québécoise également. Mais je crois qu'il y a toutes sortes de raisons qui facilitent ce déni-là. Puis, au final, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement complexe, peut-être psychologiquement, à l'idée d'accepter d'être à la fois oppresseur et en partie opprimé. Puis, selon vous, comment la société québécoise doit-elle rectifier cette rupture, excusez-moi, mémorielle dans la construction du Québec moderne, comme vous dites? Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout un pan de la mémoire historique qui est parti avec la Révolution tranquille, c'est-à-dire qu'on a refermé l'espace mémoriel sur les frontières de l'État colonial qui est le Québec aujourd'hui, donc ses frontières actuelles. Et ça le fait qu'il y a cette rupture mémorielle-là avec l'histoire de la colonisation de l'Ouest, avec l'histoire d'un missionnariat là, qui est allé même aux États-Unis, en Amérique latine. Et cette histoire-là, elle a contribué au développement du nationalisme canadien-français au 19e siècle. C'est-à-dire que ce nationalisme-là, qui est donc l'ancêtre, si on peut dire, ou la prémisse du nationalisme québécois, il était fondé sur une idée impériale d'un Québec fort, d'un Québec qu'on disait civilisé, qu'on disait chrétien et blanc, donc d'une nation au top, là, presque qui accotait les grandes nations là, comme la France, l'Angleterre et tout ça. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose là à retrouver, c'est-à-dire pour voir un peu la filiation qu'il y a aussi jusqu'à aujourd'hui dans différents héritages là, que la société a. Puis, pourquoi vouloir faire une nouvelle recherche sur excusez-moi pour le mot, l'héroïsation du père Albert Lacombe? Et qu'avez-vous découvert sur ce personnage? En fait, c'est drôle parce que c'est un personnage que je connaissais pas moi-même là, jusqu'à la fin de mon doctorat en histoire du Québec et je suis passée par les écoles québécoises là, dans ma jeunesse. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il était vraiment un héros de son vivant au 19e siècle, là, principalement au Québec, mais dans l'Ouest canadien, même aux États-Unis ou en France. Et ce personnage-là, donc, est tombé dans l'oubli après la Révolution tranquille. On a, du moins au Québec, parce que au Canada anglais, dans l'Ouest, là, à Calgary, tout ça, sa mémoire est encore assez vivante. Ce qui m'intéresse dans cette héroïsation-là, c'est justement de voir comment la société canadienne-française de l'époque a eu les mêmes réflexes que les autres sociétés coloniales là, et impériales comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, c'est-à-dire l'héroïsation de certains grands hommes qui colonisaient, qui bâtissaient des empires dans le monde, que ce soit des religieux, donc des missionnaires. On a eu plusieurs en Angleterre, David Livingstone, qui était un héros très, très populaire. Et donc, de voir le Canada français comme participant de cette histoire-là également. Donc, ce qui m'intéresse au final, c'est plus qu'Albert Lacombe, c'est sa réception. Qu'est-ce qu'il représente au Québec? Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Au revoir. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Sylvie Ambroise sera de retour la semaine prochaine. On vous souhaite une belle journée nationale des peuples autochtones. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Yami.